à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé depuis un petit moment, enfin qu'on n'a pas abordé depuis un petit moment, vous avez compris. On va parler de divination aujourd'hui. Je vous ai recensé 10 erreurs qu'on fait tous et toutes en divination, qu'on a tous et toutes fait ou qu'on fera tous et toutes, et qu'il serait bien qu'on fasse un petit peu moins. Voilà, un petit peu moins. Alors là encore, c'est loin d'être exhaustif, c'est pas forcément un top, j'ai pas vraiment organisé ces erreurs de la plus grave à la moins grave, sachant que ce ne sont pas des erreurs, enfin c'est pas grave de faire une erreur, bien au contraire, c'est comme ça qu'on apprend. N'oubliez pas ce qu'on dit souvent sur le rôle de l'erreur. Là encore, c'est quelque chose qui m'engage, moi, personnellement, moi-même, ma personne, c'est-à-dire que ce sont des erreurs que j'ai relevées dans ma pratique et dans la pratique des gens qui pratiquent. La divination, c'est beaucoup de fois pratique autour de moi. On en a discuté un petit peu et donc j'ai mis ces choses-là un peu en avant. Bien entendu, certaines ne seront pas forcément des erreurs pour vous. C'est une possibilité. Il y a peut-être des choses qui ne vous sembleront pas du tout problématiques. C'est pas un souci. Vous pouvez les garder. Il y en a peut-être que vous aurez vu comme des erreurs et que je n'ai pas citées. Là encore, c'est pas un souci. À vous de voir ce que vous avez envie d'ajuster ou non dans votre pratique. C'est histoire de recenser quelques petites choses qui, moi, en tout cas, m'ont gêné dans ma pratique à moi, qui ont pu gêner des personnes de mon entourage également, qui en ont été témoins aussi, qui en ont été victimes, entre guillemets, aussi, et de vous donner quelques petites billes, mais là encore, libre à vous de les respecter ou pas. On n'oublie pas qu'on se fait tous des cœurs patates avec les doigts, ok? Ok. Bref, on y va, on se lance. Erreur numéro 1. Ne pas bien se préparer. Alors, pour ça, je sais qu'il y a deux écoles. Personnellement, je pense qu'on ne tire pas les cartes. Alors, je parle de tirage de cartes, mais c'est valable, en fait, tout ce que je vais vous dire pour absolument toutes les méthodes de divination. C'est que la méthode de divination la plus répandue, c'est quand même le tarot ou les oracles, le Normand, le Béline, l'oracle G, la Triade, et puis tous les autres oracles qu'on trouve. Je vais pas en faire la liste, sinon j'y suis encore l'année prochaine, mais vous avez compris. Mais voilà, c'est valable absolument pour tout. Je parle de tirage de cartes de manière, on va dire, parce que voilà, c'est la méthode la plus employée. Mais c'est valable pour tout. Je pars du principe qu'on n'accomplit pas un acte de divination comme ça, sur un coin de table, du moins, surtout quand on débute. Après, bon, on peut adapter, on peut faire un peu plus vite, mais personnellement, je vous avoue que même des années plus tard, j'ai quand même pas mal de pratiques puisque j'ai commencé à tirer les cartes, les tarots quand j'avais 11 ans, et qu'aujourd'hui j'en ai pas 11, j'en ai 18 et du coup voilà, depuis tout ce temps, eh bien j'aurais pu acquérir suffisamment d'aisance pour aller paf me tirer les cartes sur un coin de bar quand j'en avais besoin. Eh ben non, moi j'ai besoin d'une certaine préparation. Pour moi, ça passe d'abord par se détendre, se mettre en condition, écarter tous les soucis du quotidien, donc votre liste de courses, les tâches ménagères qui vous restent à faire, les factures à payer, la dernière gastro de votre enfant, bref, toutes ces choses qui en fait font partie du quotidien, qui viennent nous parasiter, qui viennent envahir nos idées, donc on les écarte. Personnellement, quand j'accomplis un acte de magie, quel qu'il soit, que ce soit divination ou autre chose, je les symbolise je les visualise. Avant, je le symbolisais par vraiment quelque chose de tangible. Aujourd'hui, je peux m'en passer et je passe à la visualisation comme des cailloux, en fait, que j'extrais de ma tête, que je pose en dehors et que je récupère après. Parce qu'on peut pas se débarrasser de ces soucis. Faut les résoudre. Donc on les met juste de côté pendant un temps et on les récupère après. Quand j'ai débuté cette méthode-là, je le faisais sur des vrais cailloux. Donc j'avais des galets sur lesquels j'écrivais à la craie mes soucis. Je les laissais dehors et je les récupérais symboliquement après. Ça marche très très bien et figurez-vous que c'est une technique qui est employée en psychologie également. Comme quoi, tout se recoupe. Donc on laisse un petit peu ça de côté pour se mettre vraiment dans le bain. On prend le temps de se connecter avec son jeu, avec ses outils, son support de divination. Parce que, pour moi, on touche au voile quand on pratique la divination. Le voile entre le monde profane, le monde de tous les jours, le monde des chats, n'est-ce pas, et le monde sacré, en fait, le monde intangible, qu'on appelle le monde du dessus, du dessous, du côté, du derrière, ce que vous voulez, bref, mais en tout cas à l'intangible. Et pour moi, pratiquer la divination, c'est se tenir juste au coin du voile. Vous voyez, on le soulève et on va regarder un petit peu en dessous, voir ce qu'on peut apercevoir de l'autre côté. Donc, c'est un acte qui, à mon sens, est un acte sacré.
Donc il faut se mettre dans des conditions appropriées. C'est un peu comme le sport, si vous voulez. On va pas pratiquer le sport sans s'échauffer avant. Ou comme la cuisine. Vous n'allez pas enfourner un plat comme ça sans faire préchauffer votre four. Il faut quand même un minimum de préparation. Donc voilà. Négliger la préparation, ça peut être une erreur qui fait qu'on va pas se mettre suffisamment, on va pas suffisamment s'aligner, se mettre dans le moment pour pouvoir aller justement soulever ce voile et regarder de l'autre côté, et on peut se retrouver à être encore trop dans le monde profane et dans le monde tangible pour être suffisamment connecté. Deuxième erreur, ça je pense que c'est l'erreur principale. J'aurais pu la mettre en premier, mais je suis un être vil et je n'organise pas les choses. C'est mal formuler sa question. On le fait tous, toutes. On l'a tous et toutes fait à un moment ou à un autre, et on le fera tous et toutes, parce qu'on le refera. On le sait. On pose souvent des questions beaucoup trop vagues. Genre vraiment beaucoup trop. Vais-je trouver du travail? Vais-je rencontrer l'amour? Ça veut tout et rien dire. Et généralement avec un Z, ça marche pas. Parce que on se rend pas compte. Mais quand on pose des questions comme ça, aussi vagues que ça, on enclenche forcément des réponses qui, elles aussi, vont être vagues. Vais-je trouver du travail? Ton évier est plein, il y a de la vaisselle dedans. Si tu vas dans ta cuisine, oui, tu vas trouver du travail, ouais. Vais-je rencontrer l'amour? Tu vas marcher dans la rue, tu vas croiser un couple qui s'aime, tadam, t'as rencontré l'amour. Alors que c'était pas du tout l'objet de la question. Si on précise pas l'objet, le type de travail, que c'est un emploi rémunéré et pas seulement une tâche à faire, ou le type d'amour, que c'est une relation amoureuse qui va être épanouissante pour nous et pas juste un principe amoureux, on va s'exposer à des réponses qui sont tout aussi imprécises et qui du coup peuvent taper complètement à côté. Et c'est pour ça que souvent parfois on a l'impression que la divination ça marche pas. Parce qu'on m'a dit ouais je vais rencontrer l'amour et j'ai personne. Si j'ai fait un câlin à mon chat, j'ai rencontré l'amour, paf. J'ai pas été assez précise. En fait, je le dis souvent, ça je le dis aux personnes qui suivent le programme Une année en magie, si jamais c'est votre cas, si vous êtes adhérent, adhérente, vous l'avez sûrement déjà entendu parce que ça je le serine assez régulièrement. C'est un petit peu, il faut penser comme si on faisait un vœu avec un génie un peu retors, un peu malicieux, qui va chercher à nous rouler et à nous donner le résultat le plus tordu possible. Donc on va essayer d'éliminer le plus de réponses parasites possibles en utilisant un vocabulaire précis, en posant des limites de temps et si besoin aussi de lieu, et en apportant le maximum de détails et de précision. Donc par exemple, pour mon vais-je trouver du travail, je pourrais dire est-ce que je vais au cours du trimestre prochain décrocher un emploi correspondant à mes attentes et à mes qualifications. Là, je suis déjà plus précise. Vais-je rencontrer l'amour? Eh bien, est-ce que je vais, avant la fin de l'année, rencontrer un ou une partenaire avec qui je vais pouvoir entamer une relation amoureuse qui sera épanouissante pour tous les deux ou pour toutes les deux? Et là, je suis déjà dans quelque chose d'un peu plus précis. Et vous allez voir que ça change absolument tout. Quand on précise ces questions, quand on prend le temps de les poser correctement, quand on prend le soin de réfléchir exactement à qu'est-ce que je veux savoir, au fait, qu'est-ce que je veux vraiment savoir en entamant ce tirage, cette séance de divination, on se rend compte que là, on va pouvoir resserrer au maximum l'interprétation et se retrouver avec un truc. Alors, peut-être pas clair comme de l'eau de roche, mais voilà, un peu plus clair que la vase d'une tourbière, quoi. Troisième erreur qu'on peut faire, tirer sous le coup des émotions. Alors oui, c'est tentant parce que on veut des réponses quand on est en détresse, quand on n'est pas bien, quand on est dans le maelstrom de nos émotions, de nos sentiments mélangés. On veut savoir à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que ça va être gribiche? Est-ce que ça va être la sauce aurore? On ne sait pas. On veut savoir. Oui, on veut savoir. C'est humain. Le problème, c'est que ça nous empêche d'avoir le recul nécessaire pour interpréter correctement les messages qu'on reçoit. Et on risque de seulement voir nos peurs, nos angoisses, nos sources de colère dans le tirage, et d'influencer le tirage, de s'influencer nous, parce qu'on est justement dans l'explosion des émotions. Alors on prend le temps de se calmer, on prend le temps de laisser un petit peu retomber la pression. Alors je ne dis pas qu'il faut faire de la divination juste quand on est totalement détaché, parce que personnellement je ne suis jamais totalement détachée, parce que j'ai un cerveau qui tourne en permanence. Je suis un être humain, je ne suis pas un maître yogi, donc voilà, j'ai des émotions qui se baladent et qui des fois se tirent un peu dans les pattes. C'est pas grave, ça nous arrive à tous et à toutes. On se détend là-dessus. Je dis pas qu'il faut être complètement froid, complètement détaché, mais il faut au moins être capable d'avoir un petit peu de recul et de distance par rapport
à l'objet de notre interrogation. C'est un petit peu comme si vous essayez de lire, alors je fais des métaphores de qualité, de lire un livre après avoir fixé une ampoule, après avoir fixé une lumière vive. Vous êtes ébloui, vous allez voir flou, vous allez voir des lumières parasites, vous n'allez pas pouvoir lire si vous êtes ce coup-là. Donc vous allez laisser vos yeux s'acclimater un petit peu et quand ça va mieux, vous allez pouvoir accomplir votre lecture quand vos yeux se seront adaptés à la luminosité. Là, c'est un petit peu pareil. Quand on est submergé par les émotions, c'est comme les yeux qui ont fixé une ampoule. On voit plus rien, on a les pupilles qui se croisent et rien ne va. On laisse un petit peu retomber, on prend le temps de s'adapter à cette luminosité qui est un peu trop violente pour nous, et quand on y voit clair, un peu plus clair du moins, on accomplit le tirage. Et bien souvent, c'est plus fluide que quand on est complètement pris dans le tourbillon de la vie. 4e erreur, faire des séances de divination ou tirer les cartes trop souvent. Alors je sais que beaucoup de personnes recommandent, conseillent un tirage quotidien. Personnellement, je trouve que c'est trop. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est pas nouveau, je pense, si vous me connaissez. Tirer une carte tous les jours, je trouve que c'est... Alors, je peux pas dire c'est une erreur parce que ce serait un jugement sur les pratiques de quelqu'un d'autre, mais personnellement, pour moi, je trouve que c'est trop. Parce que ça banalise un acte qui, comme je vous l'ai dit, devrait être, à mon sens, sacré et exceptionnel. Pensez un petit peu à l'histoire de la divination. Si vous avez lu des documents historiques, vous savez que c'était ritualisé, c'était magique, c'était sacré. On n'interrogeait pas les oracles et les augures pour rien. Allez lire Cicéron, allez lire de la divination, même s'il s'en moque, même si il tire un peu sur les devins, il nous explique quand même que c'est un acte important, c'est un acte sacré qui prend part dans un rituel personnel, particulier. Parce que justement, on se trouve dans ce fameux voile entre les mondes. Alors, je vous dis Cicéron, c'est un exemple, bien sûr, si vous avez envie de lire les récits de voyage et d'observation de Tacite, de Pline, de qui vous voulez, allez-y, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les écrivains et les auteurs antiques. Sans parler d'en faire une cérémonie, bien entendu, parce qu'on n'a pas tous ni le temps ni l'envie de faire un grand rituel et de sacrifier des taureaux à la pleine lune quand on va faire une divination. Ne sacrifiez pas des taureaux, c'est une très mauvaise idée. C'est bien que ça reste un acte à part des autres actes du quotidien. Que ce soit pas comme faire la vaisselle, faire son lit, passer l'aspirateur, nourrir le chat. C'est quelque chose qui est quand même un peu particulier. On touche quand même à quelque chose d'intangible. Donc c'est important. Du coup, pour moi, à mon sens, ça ne devrait pas être banalisé. Et surtout, on n'a pas toujours besoin de tout savoir. C'est malsain. Faut garder une part d'inconnu dans le quotidien, une part de surprise pour voir comment on va réagir et comment on va s'adapter. C'est le principe de l'intelligence, c'est s'adapter à son environnement, s'adapter à l'inconnu, s'adapter au rebondissement, à l'imprévu. Alors je sais que des fois c'est tentant de se dire on a envie de savoir comment tout va évoluer, mais il y a certaines fois, il faut juste laisser les choses venir et on a recours à la divination seulement quand on est vraiment perdu et qu'on ne sait pas comment faire ou pour un événement très important qui sort de l'ordinaire. 5e erreur à mon sens, ça c'est surtout valable pour les tirages de cartes, c'est recouvrir son tirage à outrance. Alors parfois quand on comprend pas bien une carte, quand on est vraiment perdu, on la recouvre pour avoir des précisions et un éclaircissement, c'est-à-dire qu'on va tirer une autre carte qu'on va déposer par-dessus et qui est censée venir apporter un point de lumière ou un complément à la carte qui nous pose problème. Alors oui, ça peut servir, c'est très utile, mais ça peut être aussi un piège parce qu'on peut être tenté de le faire plusieurs fois, c'est-à-dire je recouvre une première fois, c'est encore pas très clair, une deuxième, une troisième, et on commence à se retrouver avec un tirage qui au départ devait avoir 5 cartes et qui en a 14. Ça peut arriver. On peut aussi être tenté de tout recouvrir toutes les cartes pour avoir le plus de précision possible. Ou alors dès qu'on a un petit doute sur une carte, on n'est pas trop sûr, paf, on la recouvre. À mon sens, là encore, recouvrir une carte, ça devrait être une solution extrême. C'est-à-dire quand vraiment les choses nous échappent, quand on comprend pas du tout, quand on est vraiment perdu, et pas juste pour faire un petit complément, pour se rassurer ou pour confirmer l'interprétation. Pour moi, le recouvrement d'une carte, c'est vraiment je sèche sur mon tirage. Je suis là, je pige rien, je suis face à quelque chose qui n'a absolument aucun sens pour moi. Je suis au bord de l'échec de l'interprétation de mon tirage. Du coup, pour éviter l'échec, je tire une carte. Pour moi, c'est la solution de dernier recours.
C'est l'ultime rempart face à l'échec cuisant. Déjà parce que de pas recouvrir systématiquement, ça va nous forcer à travailler nos interprétations. On a tous et toutes nos points noirs. Des cartes qu'on comprend pas ou qu'on comprend mal dans nos jeux, qu'on n'aime pas tirer, et quand on les voit, qu'on a envie on a envie de recouvrir parce que vraiment on les aime pas. Hein. Le jugement, je parle de toi. Voilà. Le roi d'épée aussi. Bon. Voilà. C'est des cartes comme ça qui, quand on les a dans un tirage, on sait pas quoi en faire. Et si on les recouvre à chaque fois qu'elles sortent, on n'arrivera jamais à les interpréter en fait. Donc, se forcer à se dire bon, je la comprends pas très bien cette carte, mais je vais quand même essayer de chercher, de creuser et de me dire bon, je vais étudier le sujet. Bien, c'est une manière d'approfondir et de m'approprier cette carte qui peut me poser problème. Et aussi parce que si je recouvre trop, je peux brouiller mon message au lieu de le clarifier. N'oubliez pas que le mieux est l'ennemi du bien, et c'est valable aussi en divination. 6e erreur, et ça c'est valable pour tous les types de divination, poser plusieurs fois la même question. Oui, on le fait tous et on le fait toutes. Oui, je le fais. Encore, ça m'arrive de le faire. D'ailleurs, je me suis fait envoyer bouler par un de mes jeux il n'y a pas très longtemps parce que justement, je posais la même question. On a posé une question hier, par exemple. Vous avez fait un tirage ou une séance de divination, vous avez posé une question hier, la réponse vous plaît pas, ou vous perturbe, ou vous préoccupe, ou vous dites j'étais peut-être pas dans de très bonnes conditions finalement pour faire ma divination. Je vais refais. Je refais. Que ce soit le même tirage, la même méthode ou un autre, que ce soit le même support, un autre support, du moment que la question est la même, ou en tout cas qu'elle touche à peu près, de près, de loin, surtout de près, à la même sphère, ça veut dire qu'on refait, qu'on repose la même question. Même si on a changé de tirage, même si on a changé de méthode, même si on a changé de support, on peut changer la forme, on ne change pas le fond. Du moment que le fond ne change pas, c'est la même chose. Oui, je sais, on se sert des excuses, ça fonctionne pas, ok. C'est une mauvaise idée. Comme précédemment, finalement, ça va servir qu'à brouiller le message et à nous empêcher de bosser sur nos interprétations et donc à progresser. Moi, ce que je vous conseille de faire surtout, c'est de reprendre l'interprétation, de reprendre le tirage que vous avez fait hier et d'essayer de le lire sous un autre angle plutôt que de le refaire. C'est-à-dire de reprendre ce que vous avez fait, pourquoi pas vous réétaler les mêmes cartes sous les yeux pour que ce soit visuel, et vous dire ok, je recommence à zéro, j'ai pas compris, ça me plaît pas, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, je reprends ça et je vais probablement voir des choses que j'ai pas vues lors du premier tirage. Donc on reprend. C'est un petit peu comme quand on n'a pas compris un texte, au lieu d'aller lire un autre bouquin, on peut peut-être tout simplement relire le texte. Ça revient à ça. On ne repose une question, on peut le faire, on peut reposer une question, que quand il s'est passé suffisamment de temps entre la première question et celle que je vais reposer, ou alors s'il y a eu un événement, un élément qui a fait évoluer les choses et qui a changé la donne. Par exemple, si vous avez posé hier une question pour savoir si vous alliez décrocher un job, vous passiez un entretien d'embauche pour savoir si vous alliez avoir un job grâce à ça, vous avez une réponse positive, ou négative plutôt, on va dire négative, vous avez une réponse négative. Aujourd'hui, vous avez la réponse à votre entretien d'embauche, on vous dit que vous n'êtes pas pris, oui, vous pouvez reposer la question, puisque là, pour le coup, la donne a changé. Vous n'êtes plus tributaire de cet entretien-là, donc vous pouvez continuer à poser des questions sur votre vie professionnelle, puisque la donne a changé. En revanche, si jamais vous avez été pris à l'entretien d'embauche, je vous déconseille de retirer les cartes tout de suite parce que vous êtes sur la même dynamique. Si le jeu vous avait dit que vous alliez décrocher ce boulot, vous l'avez décroché, ça sert à rien de retirer les cartes tout de suite. Attendez d'être dans ce travail, de commencer à vous adapter, de faire en sorte que les choses évoluent suffisamment pour faire un autre tirage. 7e, et qui découle finalement de la première, 7e erreur qu'on peut faire, c'est ne pas tenir de journal de tirage, ou en tout cas, ou de divination, ne pas garder de traces de ces séances. Donc c'est là dans la droite lignée de la précédente question, puisque c'est ce qui va nous permettre de revenir sur nos tirages justement, c'est d'en garder une trace. Et ça, c'est super important. Alors, ça peut être, quand je dis tenir un journal, c'est vraiment un terme global, ça peut être simplement prendre des photos, prendre des notes, inscrire la date du tirage, l'heure, la phase de la lune, votre état d'esprit si vous avez envie de détailler, ou simplement prendre une photo datée de ce que vous avez fait.
Mais ça va servir à plein de choses. Ça va servir, comme on l'a dit, à revenir sur un tirage quand on en a envie, à dégager des schémas aussi, des bonnes et des mauvaises conditions, à vérifier les interprétations quelques temps plus tard. Bref, c'est super utile pour voir comment on progresse. Et ça permet aussi, quelquefois, de voir qu'on va comprendre des choses, parfois longtemps après. Donc ça évite de les oublier et ça permettra la prochaine fois d'anticiper un petit peu et peut-être de mettre un petit peu moins de temps à comprendre ces choses-là. 8e erreur, négliger la coupe. La coupe, vous savez, quand on... Alors ça, c'est valable pour la divination en cartomancie, bien sûr, mais on va battre nos cartes et avant de les tirer, on va couper. C'est-à-dire qu'on va séparer le jeu en deux parties et on va mettre la partie qui était dessous, dessus et la partie qui était dessus, dessous. Généralement, on conseille de regarder les cartes qui sont dans cette coupe, donc les cartes qui sont sous les deux paquets qu'on va partager. Pourquoi ? Parce qu'elles donnent des indices sur notre état d'esprit actuel. Alors vous allez me dire, on s'en fout complètement, l'état d'esprit actuel. On le sait dans quel état d'esprit on est. Eh ben, pas toujours, pas toujours. Parce que parfois on refoule des émotions, on réprime des angoisses, ou on pense à un autre problème que celui pour lequel on fait la divination, pour lequel on tire les cartes, sans s'en rendre compte, et ça peut brouiller le processus. Donc regarder la coupe, ça permet d'être sûr qu'on est bien raccord avec la question qu'on pose, de voir ce qu'on ressent vraiment par rapport à cette situation, et des fois c'est surprenant, mais c'est toujours enrichissant. Et donc de faire le point et de voir si on est bien aligné et si on est bien prêt à le faire. Si jamais par exemple, je sais pas, vous faites un tirage, on va prendre un tirage basique pour l'amour par exemple, et si en couple vous avez des cartes qui vous parlent de crainte, qui vous parlent d'angoisse, qui vous parlent de repli, de volonté de solitude, va peut-être falloir travailler sur ça avant de chercher l'amour. Parce que peut-être que ce qui vous empêche de trouver l'amour, c'est ça, justement. Donc, plutôt que de faire un tirage, si vous avez une coupe comme ça qui vous parle d'angoisse et qui vous parle de solitude, si vous tirez, par exemple, l'ermite et la lune en coupe, vous pouvez vous dire, ouais, il y a peut-être un truc à démêler. D'abord, avant de chercher l'amour, je vais travailler et savoir pourquoi ça me fait si peur au final. Parce que des fois, on peut vouloir quelque chose, mais avoir peur de l'obtenir. Et dans ces cas-là, on s'auto-sabote. Donc c'est bien de savoir dans quel état on est, parce que ça c'est un processus qui peut être complètement inconscient, à côté duquel on peut passer et qui peut nous mettre des bâtons dans les roues pendant un certain temps. 9e erreur qu'on peut faire, négliger le passé et le présent pour ne s'intéresser qu'à l'avenir. Alors, vous allez me dire, oui mais la divination c'est pas pour ça, c'est pas pour voir l'avenir. Pas que. Moi, je conseille, là encore, c'est un truc que j'ai largement conseillé dans Une année en magie, donc si jamais vous m'avez suivi, je pense que vous allez vous dire que je radote, mais je conseille de toujours mettre au moins une carte pour ici et maintenant, et une carte pour ce qui a mené à la situation actuelle, dans n'importe quel tirage. Pourquoi ? Parce que rien n'arrive sorti de nulle part. Et parfois, on peut oublier, ou on peut ne pas voir, ou ne pas savoir où sont les racines d'un problème. Et c'est quand même bien de savoir où elles sont pour attaquer le problème à la racine, justement. C'est comme les mauvaises herbes, hein. Si vous coupez que ce qui est en surface, ça va repousser. Donc il vaut mieux savoir d'où ça vient, pour savoir où ça va. Le futur c'est bien, mais le futur il n'existe qu'en prolongement du présent, et le présent n'existe qu'en prolongement du passé. C'est une ligne continue. Donc c'est mieux quand on fait un tirage d'avoir une vue d'ensemble, de voir ce qui nous a mené là où on est maintenant, de voir là où on est maintenant, et de voir comment ça va évoluer ensuite. D'ailleurs, le tirage le plus basique dans les cartes, généralement, qu'on vous propose dans n'importe quel livret, c'est le tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. C'est pas pour rien. C'est très utile. 10e erreur. Interroger un support de divination quand on a une attente précise. Alors, on est souvent tenté de chuchoter à notre jeu « Allez, vas-y, dis-moi que je vais décrocher ce contrat. S'il te plaît, dis-moi que Jean Eustache, il en pince pour moi. Dis-moi que le voyage à Trifouilly les oripeaux va bien se passer. » Si on part comme ça, il vaut mieux reposer le support et aller faire du macramé. Ou de l'aquaponie, ce que vous voulez, mais c'est pas une très bonne idée. Si vous en êtes là, si vous espérez une réponse précise, c'est mort. Laissez tomber. On peut pas faire une interprétation objective si on espère une réponse particulière. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement débile, c'est parce qu'on espère forcément une réponse. Oui. C'est pour ça que c'est si difficile de tirer pour soi. Et que moins on connaît quelqu'un,
moins on connaît ses attentes, moins on a d'attentes pour lui ou pour elle, et plus c'est facile. Donc tirer pour les inconnus, les cartes, j'entends, c'est relativement facile, alors que pour soi, c'est beaucoup plus dur. Et oui. Alors on peut pas se débarrasser de ses attentes. Là encore, c'est comme le détachement de tout à l'heure, on n'est pas des maîtres yogis, mais on doit se mettre en condition et accepter en fait toutes les réponses qu'on peut obtenir par le biais qu'on a choisi. Donc on va tirer en fait les cartes en refoulant au maximum nos attentes, en se disant qu'on va accepter toutes les réponses, quelles qu'elles soient. Et là vous comprenez pourquoi c'est pas bien de faire de la divination quand on est sous le coup des émotions, parce que du coup cette étape-là elle est pas possible. D'où l'idée du détachement. Donc on essaie de se détacher au maximum, de se dire ok j'espère ça, mais j'accepterai ce qu'on me dira parce que ce que je veux avant tout, ce que j'espère avant tout, c'est la vérité. La seule attente qu'on doit avoir quand on utilise un support de divination, c'est la vérité. C'est pas facile. Je vous le cache pas, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est bien de se mettre en condition, de se détacher, d'essayer au maximum de faire retomber la pression, de laisser les préoccupations de côté. Oui, la préparation est quand même importante. Et enfin, 11e, oui, parce que vous avez quand même pas cru que j'en avais mis que 10. Vous me connaissez si mal, c'est incroyable. Trop s'appuyer sur le livret d'interprétation ou sur les bouquins d'interprétation. Alors oui, il faut les lire. On est d'accord, il y a des supports, ça a été conçu par des auteurs, des autrices, des illustrateurs, illustratrices, des artistes qui avaient certaines idées quand ils ont conçu le jeu, donc c'est bien d'en avoir connaissance, oui, mais il faut aussi écouter son intuition et essayer de construire son propre système d'interprétation. Il y a même des jeux qui n'ont pas de bouquin, qui n'ont pas de livret. Et c'est volontaire. Je pense par exemple au Earthbound Oracle de Skull Garden, qui explique à chaque fois, il le dit tout le temps, hein, il le dit sur son site quand on va regarder, il n'y a pas de livret. Il y a une raison, je ne voulais pas vous influencer. Donc il y a juste un mot-clé sur chaque carte et vous vous débrouillez. Des fois les mots-clés sont plutôt obtus. Il y a un groupe Facebook qui a été créé pour interpréter les cartes, mais il a toujours refusé de fournir un livret et lui-même de répondre à ce groupe-là. Donc les gens discutent entre eux, mais lui ne le dit pas. Il y a un autre jeu que je possède aussi qui est le Flowers from the Dead, dont je vous ai déjà parlé dans les jeux qui étaient incontournables pour moi. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là-haut. Où il y a juste 2 mots-clés par carte. Et on se débrouille avec ça. Moi j'aime bien ce système-là, parce que justement ça laisse la place d'interpréter les choses, de construire son propre système. Perso, pour avoir écrit des oracles, j'en ai écrit 2, je sais que les interprétations qu'on fournit dans les livrets, ce ne sont que des pistes. C'est des coups de pouce. C'est pas des directives, c'est pas parole d'évangile. On les donne pour servir de point de départ, mais c'est à chacun de se les approprier. Perso, quand j'ai écrit les livrets de mes oracles, que ce soit l'oracle des runes ou l'oracle de la magie forestière, je l'ai pas fait en me disant voilà la réponse que vous cherchez, la voilà. Non, je l'ai fait en disant voilà à peu près la direction dans laquelle ça va vous pousser. À vous de voir ce que vous faites de ce message-là. Et s'approprier du coup les interprétations des cartes ou des supports, ça permet plein de choses. Déjà, comme je vous l'ai dit, de muscler son intuition, et ça c'est toujours bénéfique. Ça permet aussi de ne pas être bridé et de ne pas être réfréné par les interprétations qui sont généralement un peu généralistes, un peu détachées de l'auteur ou de l'autrice, qui n'a pas le choix, parce qu'il faut faire dans le général. Quand on écrit un oracle, on n'est pas... Alors vous avez certains jeux, moi j'aime beaucoup ce système-là. Je vous l'ai dit quand je vous ai parlé de l'oracle de la sagesse runique. Allez le voir, il est top. Vous avez des interprétations par... ou comme l'Algariel, hein, là aussi, dont je vous ai parlé dans mes jeux de cœur, où vous avez des domaines, en fait, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que ça veut dire, dans le domaine affectif, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Oui, on peut avoir des domaines, mais il faut quand même toujours affiner avec sa situation personnelle et son interprétation personnelle. Et ça permet aussi de se construire un système personnel de correspondance symbolique qu'on va pouvoir retrouver par la suite et qui peut nous servir au quotidien dans notre pratique. Voilà en tout cas un petit panel de quelques erreurs qu'on peut faire en divination et qui peuvent nous brider un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous pensez à d'autres erreurs, d'autres écueils et que vous avez vous-même des conseils, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, c'est là pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire
ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ou à la partager autour de vous sur vos réseaux parce que c'est ce qui aide le plus pour l'algorithme. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez bien entendu me laisser un petit pourboire sur Ko-fi ou rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon. Tous les liens sont dans la bio et vous pourrez obtenir grâce à cet abonnement un livret d'une centaine de pages tous les mois, plus 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois tous les mois si vous ne vous êtes pas déjà lassé de moi. Je sais que vous êtes lassés quelquefois. Bref, d'ici la prochaine vidéo, prenez un très grand soin de vous, portez-vous bien et surtout plus que jamais, restez magiques. À très vite, bye!